Il s'appelle Jacques, bien que son nom soit au fond sans importance. C'était un homme tout à fait moyen, banal, une réalisation qui lui offrait deux voies distinctes. Il pouvait succomber au regret d'être ordinaire, se lamentant de ne pas être l'un de ces hommes statuaires et beaux qui attiraient l'attention partout où ils allaient. Autrement, il pouvait trouver du réconfort dans le fait qu'il n'était ni en surpoids, ni petit, ni chauve, ni laid. Voici Jacques Mincefort, un homme de 36 ans, modérément attirant, doté d'une chevelure relativement claire. Ses yeux gris, empreints de calme, et sa taille de presque 1,80 m lui conféraient une aura de confiance discrète. Il entretenait son physique en courant régulièrement, s'abstenait d'aliments gras et résistait à la tentation d'engloutir un pack de 6 bières en regardant la télévision. Quant à sa profession, Jacques Mincefort était vendeur de haricots. Il excellait dans son rôle et possédait un engagement inébranlable à mener à bien les tâches une fois commanditées. Par conséquent, Jacques avait atteint un degré de succès modéré. Il gagnait un revenu raisonnablement confortable, suffisant pour résider dans un quartier assez respectable. Cependant, Jacques habitait une zone aisée, résidant dans une maison spacieuse, conçue avec goût, dotée d'une architecture coûteuse, située dans un lieu privilégié. Elle comportait un magnifique jardin, une piscine et 2 BMW, en grande partie grâce à Suzanne Lindon, sa femme qui connaissait un grand succès professionnel. Elle était propriétaire d'une agence de voyage avec des succursales à travers l'État et au-delà. Jacques nourrissait une profonde affection pour Suzanne, un sentiment aussi intense qu'il l'était 10 ans auparavant, lorsqu'ils s'étaient croisés pour la première fois dans son agence de voyage. Jacques était également certain que l'amour de Suzanne pour lui restait aussi fervent qu'il l'avait été il y a 8 ans, lorsqu'ils avaient échangé leurs vœux. Suzanne était sa bien-aimée, affectueusement surnommée Su par la plupart. À 33 ans, elle dégageait une aura de succès qui reflétait ses réalisations réelles. Ne mesurant que 5 cm de moins que le 1,80 m de Jacques, elle coiffait ses cheveux blonds en un chignon pour accentuer sa taille. Elle possédait une silhouette saisissante, généralement dissimulée sous des tenues de travail formelles. Pourtant, elle ne parvenait jamais à masquer entièrement ses jambes captivantes, même en tentant de couvrir modestement ses genoux avec sa jupe. Et elle portait invariablement des talons hauts, suggérant un penchant pour atteindre de nouveaux sommets. Suzanne était une professionnelle respectable, modeste et assidue, précisément l'image qu'elle souhaitait projeter au monde. Il y avait des jours, ou plutôt des nuits, où Jacques aspirait à ce que Su affiche une attitude un peu moins correcte, ressemblant peut-être aux femmes qui peuplaient ses fantasmes. Cependant, Su qualifiait souvent ces femmes d'adultères lors des rares occasions où leurs chemins se croisaient. Heureusement, Su était un peu moins réservé dans la chambre à coucher, bien qu'il se soit rarement livré à de grandes expérimentations. Elle était intensément passionnée. Elle éprouvait du plaisir sans difficulté. Jacques et Su n'avaient pas d'enfants. Bien qu'il serait réconfortant de dire qu'ils n'avaient simplement pas encore eu d'enfants, ce serait malhonnête. Suzanne était incapable de concevoir. Une série de résultats de tests plutôt décourageants lors de la 4e année de leur mariage avait effectivement clos ce chapitre de leur avenir. Pendant un certain temps, leur relation a été tendue. Il y a eu des larmes, même des accusations. Cependant, ils sont sortis de cette crise plus forts. Ou du moins, c'est le récit qu'ils se présentaient à eux-mêmes et à leurs amis. Par loyauté, Jacques s'était même porté volontaire pour subir une vasectomie, mais Su avait rejeté cette suggestion comme absurde. En tout cas, tout cela appartenait désormais au passé. Depuis, Su s'était consacré à l'art de l'escalade. Jacques s'y était également mis, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme. Ils sont devenus un couple travailleur et socialement actif, en particulier Su. Elle croyait fermement à la culture d'un réseau d'amis et de connaissances en constante expansion. Il était presque impossible de passer un week-end dans leur belle maison, avec son jardin et sa piscine, sans la présence d'invités, sauf, bien sûr, lorsque Su était en voyage d'affaires. Ces derniers temps, ces voyages d'affaires semblaient l'éloigner de plus en plus souvent de la maison. En fait, elle était absente au moins un week-end par mois, parfois plus. Pendant la semaine, elle rendait fréquemment visite à son nombre croissant de succursales qui proliféraient à travers l'État et au-delà. Elle n'a jamais invité Jacques à l'accompagner. Ce n'était pas comme s'il ne s'était pas renseigné. Il avait certainement laissé tomber des indices subtils, surtout lorsqu'elle a commencé ses excursions du week-end. Cependant, quand elle a semblé les ignorer, il a cessé ses efforts. Oui, ça le piquait, mais il se rassurait en se disant qu'il avait de la fierté. Il n'allait humilier ni l'un ni l'autre en recourant à la mendicité. Il s'est mis au golf et est allé pêcher avec ses collègues. Cependant, il découvrit rapidement qu'il détestait les deux activités.
Et franchement, il trouvait certains de ses collègues tout aussi peu attrayants. Le vendredi et le samedi soir, il restait allongé dans son lit et ne tirait aucun plaisir de sa solitude. Il se demandait si les couples qui professaient une affection aussi profonde l'un pour l'autre devraient passer autant de temps séparés, et il s'interrogeait sur la possibilité que Sue ressente la même solitude que lui. Il songeait également à la façon dont la simple satisfaction du travail pouvait se comparer à la sensation d'être dans les bras de celle qu'on aime. Lorsque le sommeil finissait par le fuir, il se réfugiait dans son bureau, se versait un brandy et se demandait s'il n'était pas un imbécile. Jacques se livrait à ce rituel d'innombrables fois pendant le week-end. Finalement, il en vint à la conclusion qu'il était, en effet, un imbécile. Il a donc confronté Sue face à face. Elle haussa les épaules et l'informa qu'elle n'aimait pas la situation plus que lui. Puis, elle laissa sa main méticuleusement manucurée papillonner avec grâce en lui demandant s'il croyait vraiment qu'une maison comme la leur, située dans un quartier comme celui-ci, pouvait être entretenue par l'amour seul. Il l'observa attentivement. Peut-être n'avait-il pas examiné ses yeux d'assez près ces derniers temps, mais il reconnut qu'ils avaient subi une transformation. Il restait aussi calme, clair et bleu que jamais, mais possédait une froideur nouvelle. Il y avait maintenant un éclat d'acier dans ses yeux. Ils avaient indéniablement changé, tout comme les fines ridules au coin de ses lèvres parfaitement maquillées. Puis il changea de sujet, et cela ne sembla pas la déranger. Cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. C'était la première fois depuis le retour de Sue d'un de ses voyages. Elle prétendit avoir mal à la tête. Le bar se remplissait agréablement. Jacques sirota son scotch et inspecta la scène. Rester assis dans les bars d'hôtel et observer les gens lui semblait une façon agréable de passer le temps. Savourer un bon repas comme fondation, puis savourer lentement sa boisson pendant 1 heure ou 2. Engager une conversation légère avec les autres clients. Qui sait où cela pourrait mener? C'était le premier voyage d'affaires de Jacques dans une autre ville depuis une année entière. Il y avait eu quelques séminaires, mais la majorité de son travail se déroulait chez lui. Le voyage était bref. Il devait rendre visite à des clients dans 3 villes, une tâche qu'il aurait pu accomplir facilement par téléphone. Il aurait tout aussi bien pu rentrer chez lui après les réunions, mais sur la coiffeuse dessus, il avait découvert un petit sachet de papier qui suggérait qu'il vaudrait peut-être mieux réserver une chambre dans un certain hôtel pour la nuit. Oh, et oui, il se trouvait que Sue était absente ce week-end-là, il semblait donc peu utile de rentrer chez lui de toute façon. Au bar, il était engagé dans une conversation avec l'homme à la table voisine au sujet du baseball, et leurs opinions ne pouvaient pas être plus divergentes. Il savait qu'il ne trouverait jamais de terrain d'entente, mais le désaccord lui-même était agréablement stimulant. Il devint tellement absorbé par la conversation qu'il ne remarqua pas quand la femme entra. Il devait être le seul à ne pas l'avoir fait. Ce n'était décidément pas le genre de femme qui entre dans un bar sans se faire remarquer. L'homme à qui il parlait jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Jacques, ses yeux s'écarquillant. C'est alors que Jacques réalisa pour la première fois qu'il se passait quelque chose. Il pivota sur son tabouret et la repéra à travers la foule de buveurs de bière. Stupéfait était le terme approprié. Des mots tels que sexy, chaude et provocante lui vinrent à l'esprit. Cette femme incarnait toutes ses qualités. Elle se déplaçait dans un halo de boucles rousses qui dansaient sur ses épaules nues, une performance subtile et sensuelle que ses cheveux semblaient partager avec ses seins. Il rebondissait doucement à chaque pas, non retenu par un soutien-gorge et à peine contenu par la robe légère qu'elle portait. La robe était confectionnée en soie satinée vert chatoyant. Elle épousait les contours de son corps avant de se terminer de façon spectaculaire à mi-cuisse, des cuisses qui appartenaient à des jambes qui semblaient s'étirer à l'infini. Ces jambes culminaient dans des chaussures à talons hauts, fixées uniquement par de délicates lanières lacées. Une adultère impudique, aurait déclaré Sue, et Jacques pensa, dans ce cas précis, qu'elle aurait eu tout à fait raison. Délicieusement raison. La femme fit un clin d'œil au barman. Puis, elle s'approcha de 2 jeunes hommes et les embrassa tous les 2 sur les lèvres, s'attardant et sans effort. Son rire était profond et rauque. Peu de temps après, elle tenait un verre de champagne à la main, et la main d'un homme se glissait subrepticement sous sa robe. « Elle est quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura le voisin de Jacques, sa voix presque inaudible. Jacques dut acquiescer. « Est-elle une adultère ?» demanda Jacques. « Je ne crois pas, » répondit l'homme. « Elle ressemble juste à une autre cliente de l'hôtel, bien que j'ai entendu dire qu'elle est une habituée. Je l'ai déjà vue ici. » À ce moment-là, 2 paires de mains erraient librement sur tout le corps de la femme. Jacques avait l'impression distincte qu'une activité considérable se déroulait sous le niveau du bar, mais cela ne semblait pas la déranger.
Il sentit son excitation grandir. Bon sang, elle était incroyablement attirante. Il enviait les hommes qui la touchaient, ou devrait-il appeler cela de la simple jalousie? Cette sensation le replongeait dans ses années d'adolescence maladroite, lorsqu'il se souvenait d'avoir contemplé les jolies filles du lycée, sachant pertinemment qu'elles ne l'adresseraient jamais la parole. Et elle ne l'avait jamais fait. Certes, avant Suzanne, il n'y avait jamais eu de femme véritablement sensuelle dans sa vie, et il n'avait jamais tout à fait compris pourquoi elle s'était un jour intéressée à lui. Oh, oui, maintenant, il avait mûri. Il avait plutôt bonne mine ces derniers temps. Il se souvenait de sa dernière réunion d'anciens élèves et avait observé, avec une certaine satisfaction, les anciens athlètes autrefois admirés, désormais coiffés de crânes dégarnis et affichant des ventres bedonnants. Cette pensée lui arracha un sourire, mais l'insécurité ne se dissipa jamais complètement. C'était comme porter un manteau d'invisibilité mystique, de ceux qui vous rendent invisible. Il l'avait sur lui, et personne ne semblait jamais enclin à le soulever ou à le lui voler. Mais Suzanne avait regardé droit à travers. Elle l'avait stupéfié la première fois qu'elle lui avait parlé à l'agence de voyage. C'était terriblement gênant. Comme toujours, il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui s'était passé, et encore moins ce qui y avait finalement conduit, bien sûr, elle était hors de sa portée. Au début, il n'était qu'angle maladroit, grands pieds et oreilles proéminentes. Cependant, cette sensation s'estompa. À son grand étonnement, elle se dissipa réellement. Un léger sentiment de libération éthérée la remplaça. Il commença à converser, et elle gloussa à ses plaisanteries insignifiantes, même celles qui ne semblaient amuser personne d'autre. Absolument, il l'avait invitée à sortir. C'est précisément ce qu'il avait fait. Et elle n'avait pas simplement acquiescé, elle s'était exclamée, « Oh, oui, je serais ravie. » Elle y prenait indéniablement plaisir. Et, bon sang, elle adorait être avec lui. Il se sentait pousser des ailes. Le monde entier lui appartenait. C'était un sentiment qui semblait vouloir durer toute une vie, ou au moins 10 ans, ou peut-être même moins. Ce soir-là, ce sentiment familier de désolation refit surface pour Jacques. Au cours de l'année écoulée, il était revenu fréquemment. Il lui murmurait à l'oreille lorsqu'il était seul à la maison. Il se dressait devant lui alors qu'il attendait un appel téléphonique qui pourrait ne jamais arriver, et fréquemment, il n'arrivait pas. Dernièrement, il avait commencé à le ressentir même en sa présence. Elle avait réintroduit le manteau mystique d'invisibilité dans leur demeure. Ses yeux étaient devenus las et apathiques. La femme qui avait autrefois arraché ce manteau de ses épaules et l'avait sauvé l'avait maintenant rendu invisible une fois de plus. Il cessa de ruminer et leva les yeux. La femme avait disparu. Ainsi que les deux jeunes hommes. Il tourna la tête et les observa près des ascenseurs, deux larges mains posées sur ses fesses galbées et brillantes. Il entendit un gloussement. Bon sang, elle est attirante, remarqua l'homme à côté de lui. En effet, répondit Jacques et demanda ce que l'homme voulait boire. Puis, il s'efforça d'attirer l'attention du barman. Cela prit un certain temps. Le temps fit ce qu'il savait faire le mieux, il avança. Progressivement, Jacques commença à renoncer à tout ce qu'il possédait. Sue était de plus en plus souvent absente de la maison. Parfois, elle ne prenait même pas la peine de l'informer de sa destination, et lorsqu'elle téléphonait, c'était uniquement pour des raisons pragmatiques, ces raisons comme lui demander de retrouver des documents égarés ou de lui fournir un numéro de téléphone dont elle avait besoin. Un jour, Jacques lui demanda si elle voulait divorcer. Au début, elle parut choquée. Puis, elle rit. Quelle idée saugrenue, mon chéri. Notre vie n'est-elle pas parfaitement parfaite? Et de plus, elle n'avait pas le temps de réfléchir, elle devait partir pour une autre visite dans l'une de ses succursales. Nous en reparlerons plus tard, mon chéri. Des baisers sur la joue. À la semaine prochaine. Pendant son absence, Jacques se surprit à contempler la femme rousse dans la robe chatoyante en soie satinée verte. Ce n'était pas étonnant, il n'avait jamais vraiment cessé de penser à elle. Au moins une fois par jour, il retrouvait son amante à 5 doigts et tremblait devant les images fiévreuses que Jacques peignait sur les carreaux de la salle de bain. Ce vendredi soir, Jacques était de retour au bar du même hôtel. Il n'était pas aussi animé que la première fois. Le même barman était présent, et il reconnut une poignée de clients. Les deux jeunes hommes qui avaient été chanceux la fois précédente n'étaient pas parmi eux, pas plus que le type avec qui il avait parlé de baseball. Il était déjà tard. Sa tête commençait à bourdonner sous l'effet adoucissant de 3 whisky. Il les avait fait durer aussi longtemps qu'il le pouvait, et alors qu'il commençait à siroter son 4e,
il réalisa que ce serait son dernier. À ce moment-là, le bar était presque désert. Le barman avait commencé à ranger, comme les barman ont l'habitude de le faire lorsqu'ils pensent que vous devriez finir votre boisson et partir. Jacques sentit son parfum avant de la voir. C'était un parfum doux et opulent qui fit se dilater ses narines. Puis, il l'entendit le cliquetis métallique de ses talons hauts. « Bonsoir, mon chéri. » Tout seul ? Sa voix était aussi grave et rêveuse qu'il s'en souvenait. Elle flottait dans une douce brume de souffle, et les poils de sa nuque se hérissèrent. De longs doigts effleurèrent sa main, celle qui serrait son verre. Ses ongles étaient d'un rouge foncé, brillant. Il leva les yeux et croisa son regard vert. Elle était si proche que ses boucles rousses et sauvages frôlaient presque son visage. Elle esquissa un sourire lent, entendu. « Je vous ai vu la dernière fois, vous savez. Vous avez cru que je n'avais rien remarqué. Je me souviens comme vos yeux ont failli sortir de leurs orbites et rouler sur le comptoir. » Ses doigts dansèrent avec espièglerie sur le bar et sa surface. Ce faisant, elle rit et se pencha en avant. Sa poitrine était aussi crémeuse et nue que dans ses rêveries solitaires. Elle était moulée dans une petite robe noire ajustée, avec de fines bretelles en dentelle façon spaghetti. Sa courte jupe remonta lorsqu'elle glissa sur le tabouret. Ses jambes semblaient interminables. À son horreur, il réalisa que ce n'était pas un rêve. Luttant pour émerger du brouillard bourdonnant dans sa tête, il lui demanda ce qu'elle désirait boire. Elle rit. La boisson habituelle serait parfaite, chérie, dit-elle. Elle sortit un petit miroir rond de son minuscule sac à main et examina ses lèvres parfaites. Avec un long ongle, elle fit une délicate petite fossette dans la courbe soyeuse de sa lèvre inférieure. Du champagne, je suppose. Il n'eut même pas à lever le doigt pour passer la commande, le vin pétillant apparut presque instantanément. « Fréquentez-vous cet établissement, chérie ?» demanda-t-elle, rangeant son miroir. « De temps en temps, dit-il, surtout pour affaires. » Il apprécia la façon dont cela sonnait. Elle saisit la fine tige de son verre et sirota le vin pétillant. Ses lèvres laissèrent un croissant rouge foncé sur le bord en cristal. Elle lui demanda dans quel type d'affaires il travaillait, et il le lui dit, elle sembla sincèrement intéressée. Elle persista à poser des questions, à faire de petits commentaires. Il y avait si longtemps que quelqu'un avait manifesté un intérêt sincère pour sa vie. Cela le fit hésiter. Se jouait-elle de lui ? Elle semblait sincère, elle le voyait vraiment. Ses yeux verts étaient vivants, des yeux qui le regardaient d'une manière que personne n'avait fait depuis très longtemps. Un léger sourire flottait sur ses lèvres, et il apparaissait précisément aux moments opportuns. Il y avait aussi l'agréable contact physique. Elle le touchait chaque fois qu'elle le pouvait à ses mains, son épaule, même son visage en balayant une mèche de cheveux invisible. Et une fois, lorsqu'elle toucha son genou, elle l'informa qu'elle était également en ville pour affaires. Et oh oui, elle ne séjournait pas dans les hôtels et des chambres désespérément ennuyeuses et vides, une atmosphère impersonnelle. Oui, dit-elle avec un sourire narquois. Il fallait saisir toutes les occasions pour surmonter la déprime de l'hôtel et en profiter au maximum. Elle appelait cela une question de survie. Naturellement, son quatrième verre ne pouvait plus être le dernier. Il en commanda un autre. Ils étaient assis très près maintenant, presque enlacés. Un doux nuage de bien-être et de confort s'installa autour d'eux, coupant le reste du monde. Cela réveilla toutes sortes de sentiments oubliés depuis longtemps. Avant même qu'il ne s'en rende compte, sa main était à sa taille, et la sienne sur sa cuisse. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille. Puis, ils s'embrassèrent. Ses lèvres trouvèrent la bouche la plus douce et la plus souple du monde. Le monde cessa d'exister. Après une longue série de baisers à couper le souffle, ils glissèrent de leur tabouret et se dirigèrent vers les ascenseurs. Il n'était même pas gêné par le gonflement de son pantalon, tout semblait simplement parfait. Les portes ne s'étaient pas encore fermées que ses mains étaient déjà sur ses seins. La douceur crémeuse de sa peau lui fit tourner la tête. Il l'aida avec sa robe, et elle retira sa veste. Leurs mouvements devinrent lents et délibérés, chargés de quelque chose qui avait manqué à sa vie depuis bien trop longtemps. Jacques sentit les années de retenue s'effondrer. La proximité entre eux était accablante, un flot de chaleur et de désir auquel aucun des deux ne tenta de résister. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus profondément cette fois, jusqu'à ce que le reste du monde disparaisse. Ce qui se passa ensuite n'était pas une question de luxure, mais de redécouverte d'une partie de lui-même qu'il croyait disparue à jamais. La nuit devint un flou de souffles et de battements de cœur,
un dialogue tacite entre deux étrangers qui se comprenaient d'une manière ou d'une autre parfaitement. Dans cet instant fugace et volé où tout finit par s'apaiser, ils s'allongèrent côte à côte en silence. Jacques pouvait entendre sa respiration, douce et régulière, comme si elle était déjà quelque part au loin. Ça. Il ferma les yeux, incertain de savoir s'il devait ressentir de la culpabilité ou de la gratitude. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Il roula à côté d'elle, respirant bruyamment. Elle glissa de dessous lui, puis se tourna sur le dos, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Il se redressa sur un coude. Pourquoi, su? Elle tourna la tête et le regarda. Ses yeux brillaient, et ses lèvres se recourbèrent en un sourire moqueur. Vous savez, chérie, dit-elle, vous n'étiez pas si mauvais que ça, compte tenu de votre manque de pratique. Ou devrais-je dire, votre manque de pratique dans certaines choses. Je ne t'ai jamais permis d'essayer. Elle laissa échapper un petit rire amusé. Il regarda son visage barbouillé, les boucles emmêlées de ses cheveux. Voyons, su. Il demanda de nouveau. Eh bien, ricana-t-elle, je suppose que tu meurs d'envie de l'entendre, n'est-ce pas, mon chéri? Mais je suis tout à fait sûr que ça ne te fera pas plaisir. Et c'est toujours, soupira-t-il, bien que je pense déjà savoir. C'est toujours la même vieille litanie de clichés ennuyeux. Tu es une adultère. Tu t'es moqué de moi, peut-être pendant des années. Tu m'as menti, tu m'as humilié. Tu as donné à d'autres ce que tu m'as refusé. Et maintenant, tu as décidé de l'afficher. Je suppose que ça résume assez bien la situation. Chut, mon chéri, dit-elle en touchant ses lèvres, ce n'est pas aussi fade que tu le penses. Du moins, pas pour moi. Écoute, s'il te plaît, ce qui s'est passé et pourquoi. Il la regarda. L'excitation avait disparu. Ce qu'il voyait maintenant, c'était un visage froid, sans émotion, et il se demanda comment il pouvait s'agir de la même femme qu'il avait aimée pendant tant d'années. Que lui était-il arrivé? Où était cette femme maintenant? Qu'est-ce qui avait mal tourné? Il se recoucha, puis sentit sa main sur sa poitrine. Son visage planait au-dessus du sien. Elle sourit. Tu vois, Jacques, je me suis lassé de toi. Lassé de t'attendre à chaque tournant. Je devais avancer, grimper plus haut, Jacques, mais tu n'arrivais pas à suivre. Mon Dieu, pourquoi as-tu dû devenir aussi ennuyeux? Il réalisa qu'il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Su parlait sur un ton professionnel, et il savait qu'il ne servait à rien de l'interrompre. Elle ne semblait même pas intéressée à entendre sa version. Il y a environ 3 ans, commença-t-elle, j'ai pris conscience de l'ampleur de mon erreur en te choisissant. Il n'y a aucune vitalité en toi, Jacques. Aucune aspiration, aucune ferveur. Absolument rien. Elle fit une pause, un silence momentané planant dans l'air. Il ne répondit rien. Après avoir découvert l'impossibilité d'avoir des enfants, j'ai continué à espérer que nous pourrions, au moins, partager un sentiment collectif d'accomplissement, Jacques. Une ambition commune. Mon entreprise, notre entreprise. Pourtant, tu as opté pour ton emploi de comptable banal, de 9 à 5. Pour l'amour du ciel, Jacques, tu avais le potentiel d'être mon directeur financier. Je t'imaginais même à mes côtés alors que nous dominions le pays. Son regard d'acier s'adoucit un instant, un bref aperçu de vulnérabilité. Puis, elle laissa échapper un rire sans joie. Tu as tout gâché, comme ça. Les sourcils de Jacques se levèrent de surprise. Tu ne m'as jamais invité, ma chérie, répondit-il, sa voix sèche et dépourvue d'émotion. Su tressaillit et ajusta sa position, s'asseyant de travers. Venir te demander de l'aide, rétorqua-t-elle. Tu as été témoin de mes difficultés lors de cette première année où j'ai inauguré 3 nouvelles succursales. Tu as observé les problèmes financiers. As-tu déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, envisagé de me proposer ton aide? Lui aussi s'assit, s'appuyant contre la tête de lit. Mon Dieu, murmura-t-il, elle conserve sa beauté, même maintenant. Il ferma les yeux, essayant de chasser l'image, mais ses efforts furent vains. Oui, ma chérie, dit-il en rouvrant les yeux. Non seulement je l'ai envisagé, mais j'ai activement tenté de t'aider. J'ai financé ton lancement. Je t'ai fourni les fonds, car seul mon emploi stable offrait des garanties suffisantes pour les obtenir, tu te souviens? J'ai mis ma carrière en péril pour te procurer le capital dont tu avais besoin pour acquérir cette agence. Elle grimaça, agitant une main dédaigneuse.
Un récit audacieux, Jacques. De l'histoire ancienne. S'il te plaît, cesse de me le rappeler. Je t'ai remboursé, déclara-t-elle, en tirant le drap sur elle, un geste pour lequel il exprima silencieusement sa gratitude. Cependant, Jacques, n'essaie pas de te montrer plus malin que moi. Dis-moi, exigea-t-elle, où diable étais-tu pendant que je travaillais sans relâche pour effectuer ces paiements? T'est-il jamais venu à l'esprit de me donner un coup de main? Même un petit? Ta mémoire est remarquablement courte, ma chérie. Je t'ai aidé pendant les phases de planification. Je t'ai conseillé lors de tes préparatifs d'investissement. J'ai même consulté les plus grands experts en ton nom. J'ai examiné tous tes registres financiers et je t'ai fourni mes recommandations, tu te souviens? Oh, je suis certain que tu t'en souviens. J'ai souligné les domaines où tu prenais des risques périlleux. Je t'ai même démontré comment atteindre tes objectifs en toute sécurité. Il a fallu des semaines pour formuler un plan raisonnable. Cela aurait peut-être prolongé le calendrier d'une année supplémentaire, mais cela aurait. Elle grimaça, levant les mains en signe d'exaspération. Son visage exprimait l'impression de quelqu'un sur qui on venait de déverser une benne de déchets. Tu m'as conseillé. Tu as souligné divers aspects. Pour l'amour du ciel, Jacques, tout ce que tu as fait, c'est accroché à mes jambes, entravant ma progression. Tu pouvais à peine avancer toi-même. Toujours à te lamenter, à propos de quoi était-ce? Investissement risqué et virgule, dit-elle, formant de minuscules guillemets dans l'air avec ses doigts crochus. Cela l'irritait. Eh bien, espèce d'imbécile obtus. Je n'avais aucune envie d'attendre une année de plus. J'ai pris ce risque, et maintenant, contemple ma position actuelle. Contemple ta position actuelle, pauvre homme insignifiant et pathétique. Te traîner chaque jour lugubre jusqu'à ton ridicule petit bureau. Comptez. Comptez. Elle déforma son visage en une grimace moqueuse, puis laissa échapper un petit rire. Avoue-le, Jacques. Je t'ai surpassé. J'ai tissé des amitiés dans des sphères que tu ne peux qu'imaginer. Les gens me vénèrent, Jacques. Ils me reconnaissent. J'ai saisi l'opportunité, pendant que tu restais en arrière. J'y suis parvenu, Jacques, et j'y suis parvenu entièrement par moi-même. Elle s'accroupit, le visage rouge d'excitation. Le drap glissa de sa poitrine impeccable. Il l'observa avec tristesse. Félicitations, Su. Puis-je partir maintenant? Je crois que tu t'es diverti. Elle ricana. Oh, non, chérie. La partie la plus captivante est encore à venir. Te souviens-tu quand tu m'as demandé si je voulais divorcer? Ce mot l'incita à relever la tête. Elle rit. Je dois avouer, Jacques, que tu m'as momentanément surprise. Pas à cause de la question elle-même, bien sûr. En fait, je l'anticipais, je me demandais, va-t-il enfin le demander? Cependant, le moment n'était pas propice pour moi, tu comprends, chérie. Elle se pencha en avant, laissant ses seins osciller librement. La vérité est que je veux réellement divorcer, Jacques. Je suis désespérément impatiente de me libérer de ce poids mort qu'est Jacques Mincefort. Mais cela doit se faire selon mes conditions, mon chéri. Alors, je t'en prie, assieds-toi et écoute attentivement. Elle se recouvrit à nouveau du drap. Jacques, j'ai trouvé un acheteur pour mon entreprise de voyage, et il est prêt à proposer une somme d'argent tellement importante que je ne peux tout simplement pas refuser. Chérie, nous parlons de près de 100 millions de dollars. Elle rayonnait de fierté, anticipant manifestement une réaction qu'il ne lui offrit pas enfin, bref, continua-t-elle, avec une légère pointe de déception face à son manque de réponse, tu vois, si je devais vendre l'entreprise alors que je suis encore légalement marié à toi, la moitié de cette jolie somme pourrait potentiellement t'appartenir. Et pourquoi diable devrais-je partager ma fortune durement gagnée avec un loser comme toi, Jacques? Elle sourit. Non, chérie, continua-t-elle, je veux divorcer, très, très fort. Mais pour conserver mon argent durement gagné, le divorce doit être basé sur mes conditions. Ce doit être un divorce où je ne suis pas obligé de partager le moindre sou. Ce qui signifie, dit-elle en souriant, que j'avais besoin que tu commettes un adultère. Un autre silence suivit, un silence qu'il ne pouvait briser. Elle garda son sourire en continuant. Mais comment un homme aussi ennuyeux et coincé pourrait-il trahir sa femme dévouée? Même après tout le mépris que je t'ai témoigné. Tu restais simplement assis là, à bouder. Alors, j'ai été obligé d'orchestrer ma petite mise en scène.
Tu manquais simplement d'initiative, alors j'ai été obligé de te mettre moi-même au volant. Je savais que tu rendrais visite à ton client ici. Jacques. J'ai déposé ce petit paquet, tu te souviens? J'ai supposé que cela piquerait ta curiosité. Et je connaissais précisément l'effet qu'aurait ma brève rencontre avec ces individus sur toi. Ce ne sont que deux hommes dans une longue succession, chérie. Beaucoup ont partagé mon lit, et beaucoup d'autres le feront. Je serai une riche adultère, mon cher. Des hommes commettront des meurtres pour moi. Ses yeux brillaient. Je savais ce que tu ressentirais en me voyant avec ces hommes. Je te connais intimement, Jacques. Je savais que tu reviendrais. C'est pourquoi j'étais présente ce soir. Ou plutôt, ma sœur maléfique, aux cheveux roux, t'attendait. La voici, juste devant toi. Elle prit une pose taquine et séduisante. Mes petits amants ont filmé chaque action que nous avons entreprise, chérie. Ils nous ont capturés dans le bar. Ils nous ont capturés en chemin ici. Et oh oui, ici aussi. Chaque inspiration, chaque gémissement, tout est enregistré, mon chéri, tu étais simplement trop hébété pour le remarquer. Tout est contenu sur un charmant petit disque. Je vais même m'arranger pour qu'il t'en fournisse une copie, pour le bon vieux temps. Elle rit. Jacques, dit-elle. Jacques, chéri, tu es dans une situation précaire. Je possède la preuve irréfutable que tu as commis un adultère avec une adultère aux cheveux roux dans un hôtel loin de chez toi. Je sais que c'était moi, et toi aussi, tu le sais. Mais devant un tribunal, cela n'a aucune conséquence, n'est-ce pas? Elle glissa du lit, se tenant nue devant lui. Elle emprisonna ses seins dans ses mains, les lui offrant, faisant la moue pour un baiser moqueur. J'ai déjà préparé les papiers du divorce pour ta signature, Jacques. Tu seras assigné, et tu ne recevras rien. 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 Son rire se transforma en un éclat strident, la rendant grotesque. Puis-je partir maintenant, dit-il d'un ton neutre. Au retour de Jacques à son domicile, il ne vit pas Sue pendant plusieurs jours. Ce qu'il observa, en revanche, fut un homme posté devant sa porte, lui tendant une grande enveloppe. 6 juin, les papiers de divorce. Il demanda à l'homme s'il désirait du café ou une autre boisson, mais l'homme déclina poliment et s'en alla. Alors, Jacques se versa une tasse de café et ouvrit l'enveloppe. Ah, oui. Il constata que le motif invoqué pour le divorce n'était pas l'infidélité, mais simplement des différends irréconciliables. Il nota que Sue lui léguait la maison et l'une des BMW. Leurs modestes économies seraient partagées équitablement. Une lettre distincte était jointe. Dans celle-ci, Sue lui conseillait d'accepter les termes. Il savait pertinemment ce dont elle le menaçait en cas de refus, et il s'agissait d'un État qui avait tendance à se montrer particulièrement bienveillant envers les femmes lésées. Quiconque ignorait le projet de Sue de vendre son entreprise aurait jugé son offre généreuse. S'il n'acceptait pas l'accord, elle diffuserait l'enregistrement. Pas seulement au tribunal. Elle l'enverrait à toutes leurs connaissances, à sa famille et à son supérieur hiérarchique. De toute façon, il perdrait tout droit à l'agence de voyage. Oui, songea-t-il, c'est ainsi que son esprit doit fonctionner. Il prit une gorgée de café. Puis, il décrocha le téléphone. La conversation fut longue. Après avoir raccroché, il remplit un grand thermos de café fraîchement infusé et se retira dans son petit bureau à domicile. Il y resta jusqu'à ce que le thermos soit vide. 2 heures s'écoulèrent. Il passa un autre appel téléphonique. Ensuite, il apposa sa signature sur les papiers, prit une douche et quitta la maison. Il localisa le cabinet de l'avocat dessus, remit les documents signés, puis se rendit au centre-ville pour déjeuner dans un restaurant où il sifflota doucement. Jacques Mincefort et Sue Linden étaient officiellement divorcés le 12 avril. Le 13, le fisc fit une descente dans 6 des agences dessus. Un vendredi, ils découvrirent que Sue avait négligé de verser la majeure partie de ses impôts au cours des 3 années précédentes. Ils mirent également au jour des preuves substantielles de fraude. Le petit empire du voyage ne fut jamais vendu. Sue Linden a peut-être découvert sa vocation d'adultère, mais elle n'avait certainement pas prévu de finir ses jours sous la surveillance de 2 lesbiennes costaudes dans une prison d'État. Son directeur financier et son avocat, qui ressemblaient étrangement à ces 2 messieurs du bar d'un hôtel à 3 villes de là, furent également reconnus coupables de participation à des activités frauduleuses. Ils auraient également été incarcérés, s'ils n'avaient pas fui le pays avec la majeure partie des fonds de réserve de l'agence. Et Jacques? Eh bien,
Jacques n'a jamais révélé à Sue que c'était lui qui l'avait dénoncé au fisc. Il ne l'a jamais informé que c'était lui qui leur avait fourni les preuves et les avait orientés vers l'endroit où il pourrait en trouver davantage. Il ne lui a jamais non plus dit qu'il l'aimait encore. Il vendit la grande maison et la BMW. Il loua un appartement agréable non loin de son lieu de travail. Il reçut 2 promotions avant de rencontrer une femme ordinaire avec de beaux yeux. Une femme qui le comprenait vraiment. Aujourd'hui, ils vivent dans une maison ordinaire dans une banlieue ordinaire. Et leurs 2 enfants ordinaires sont le cadeau le plus extraordinaire qu'ils aient jamais reçu. Men man nøjes nu, når ikonet er blevet så gammel, han har brug for restitution. Jeg er bare unfollow igen. Nej, det er fair. Det er fair. Jeg er lidt mere young end, du ved. Altså, kan I ikke huske, hvilke du har? Jeg har... Gutter, lad os lige analysere her. Er vi ikke enige om... Jeg har Ragdoll. Ragdoll Persian har vi. Okay? Jelly har vi. Ej, Calico har vi. Det er cool. Og hvad er den sidste så? Som et vandfald. Behandler ham som et sandvalg. Kan I Jeg huske kan så det? fortælle dig, at der er kommet en fucking klokke tilbage. Musiker. I hvert fald noget tilbage. En klokke. Og jeg er ved at blive idiot igen. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan Rosa ser ud, med al respekt fra jer. Jeg ved, vi har Benny Mbappe, hvad så bænder man? Så er du så fodbold med. Nummer 3, ja, Calico, Jelly, Persian, Ragdoll har vi i hvert fald. Og så mener jeg, at vi har Siamese. Double S, bak den 3-punktsvællinger, når damerne er aktive. Kan de have en rigtig god Tag et screenshot. Nej, men Upfade gør det for mig, Benner. Jeg er nede i min. Jeg gider ikke selv Jeg gøre er det. nede i mine. I don't Så want var to nok do alt it. lortet. Jeg har lavet en bro, eller en trappe Okay. til broen nu. Okay, Sepp, jeg elsker dig lige nu. Det er fandme godt fundet det her. Skaffer han os Ja. diamonds? Nej, han skaffer os røv meget kul. Hvordan breeder man pandaer, gutter? Nice. Er det Tager halvdelen bambus? af det også, ikke? Men hvad fanden, det er okay. Bambus. Okay. Okay, Ej. der er fucking gravel her. Det er lort. Okay, jeg bliver lige nødt til at lave en Kan du komme med mig med jeg et? tror, jeg fikser det. Det virker ikke. Jo, det virker Så normalt. der er en klage her i minen næsten. Kan man få pandaer? Ja, jeg tror ikke, du kan tame dem, dog. Jeg er ret sikker på, at han er sur på mig, ham her. Måske. Det kan du sagtens. Hey. Det gjorde jeg. Diamanter. Sepp, kan vi finde nogle diamanter? Og så hvis du vil betale tilbage på den kylling, du nakkede, så må du også gerne skaffe os nogle vinger. Så Ej. breed nu. Hvor er de søde. Se her nu. Der er fandme sød, var. Efter en cutie pie. Nej, de får en lille unge. Ja, jeg har lige være nede breedet i dem. jorden, når det er nat. Det er lige meget. Er der mere end en parrot? Det er kraftet med en aftale, Jeanette. Hvor fanden er Sepp hen? Hvor Nette, super. du er velkommen til at join vores hus. Ja, 100%. Jeg forstår altså ikke. Jeg er legit 14.000 blocks væk lige nu. Og det er Okay, stadig det samme kom, biome. kom. Det er lækkert. Meget bedre. Okay. Prøv lige at se, hvad jeg har med op. Men Kors, laver du farmen lige nu? Nej. Eller jeg er en, der kan finde ud af det. Prøv at lige mine håb op. For helvede. Er det hesten, der snager af mig? Hvorfor siger jeg Harry Potter? Hvor er der 2 af jer, der skriver Harry lige nu? Hvad fanden skal der være? Opdateret lige. Nej, bare vent. Det var kun de 4. Nej, vi har 5. Water supply til det. Tænk på Harry Kane. Nå. Skud af Jeg sørger, Harry. hallo. Kors, prøv lige at komme her. 2 sekunder. Hvad Jeg så? tror så ikke opfedt. Jeg skal lige lande, efter jeg lige Der er er... en heks under os eller et eller andet. Uh, Der er en, jeg der skal altså have der det her sidder med. og griner af mig hele tiden. Kan du ikke lige finde den? En bi! Den er under bjerget her eller sådan noget. En Kan, heks. kan du køre den? Kan du køre den? Hvor mange bier er der i den her? Hvordan ser man, hvor mange bier der er? Prøv lige lidt. Siamese. Jeg er altså ret sikker på... Under os eller sådan noget. Under bjerget eller noget. Vi har Siamese. Okay, det er godt nok ikke særlig tydeligt. Kan du gøre det ikke fed skrift, opfedt? Beige,
brun. Den Den var der. beige var Persian. Ja. Nej, det var Ragdoll. Den brune... Er det Tabby så? Frontlinjen kalder. Ja, jeg kan godt tage en sabling med til dig, Liva. Ja, Hvad er det, der bliver grint af, Der Liva? foregår. Der foregår. kæft, det er dumt. No way. I det mindste startede jeg ikke helt tilbage med Spidor. Smid dem lige herind, så jeg ikke dropper dem med en fejl.